Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Chantal Crespi, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes la conseillère déléguée à la lutte contre les violences intrafamiliales de la ville de Caluire. Vous avez organisé une journée annuelle sur ce sujet ce mardi. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée? D'abord, une grande mobilisation puisque nous avions plus de 240 professionnels et élus qui ont participé à cette journée à la salle des fêtes de Caluire et de Cuire. C'est la 7e année que nous organisons ce type d'événement. Alors au début, on a commencé, on était 50, hein. Il y avait 50 professionnels et aujourd'hui, donc, une très grosse mobilisation autour d'un thème quand même qui est assez particulier puisqu'en fait, c'était le thème des violences dans les couples de jeunes entre 15 et 25 ans. Alors, on va en parler plus spécifiquement, mais déjà un état des lieux que vous avez fait en introduction. Les chiffres sont plutôt en explosion sur Oui. les violences intraconjugales. Mm. Plus 15% en 2022, on est à 244 000 Mille. victimes, Ouais. 759 cas de suicide forcés, trois Oui. fois plus Ouais. qu'en 2020. Mm. Est-ce que ces chiffres traduisent une explosion des violences intraconjugales ou une meilleure prise en considération, notamment des plaintes? Alors, j'ai envie de dire un petit peu les deux. C'est vrai que la parole s'étant libérée grâce à MeToo, à plusieurs mouvements, les femmes et les hommes, ne les oubliez pas, ils sont quand même 17% à subir aussi des violences, hein, dans les couples. Il y a un Euh, homme qui meurt tous les 14,5 jours de violences intraconjugales oui, pour une femme qui meurt tous les 2 jours et demi. oui. Un peu, c'est même plus, c'est tous les jours et demi maintenant. Donc vous voyez, c'est quand même un phénomène de santé publique, un phénomène très important. Alors les femmes, c'est vrai, certes, ont moins peur qu'auparavant de pousser la porte du commissariat et d'y déposer plainte. Les fonctionnaires de police aussi sont plus- beaucoup plus formés qu'ils ne l'étaient auparavant. Et puis dans la réalité, je pense que la violence globalement a monté d'une façon quand même exponentielle au sein de la société, dans le couple également. Et puis vous savez, il y a aussi la suite du Covid. Pendant le Covid, les violences ont explosé parce qu'il y a eu et les adolescents à la maison, il y a eu les couples ensemble, et on a vu, nous, dans la ville de Caluire, hein, des problèmes émerger dans des familles qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout connues. Et on est un peu, même si c'est déjà loin, on est encore un peu, si vous voulez, en queue de comète, hein, de ce phénomène qu'il y a eu. Et les violences sont présentes, on l'a vu pendant ce colloque, très tôt, hein. On a parlé de... Vous avez ciblé spécifiquement Oui, les jeunes couples. oui, Donc, jeunes couples, c'est 14-25 ans. Il y a un oui, vrai sujet de violence entre les jeunes. oui. Ce jour-là, donc le jour du colloque, nous avions invité quelqu'un qui est très très intéressante, hein, qui est la principale d'un collège sur notre donc, commune, qui est le Charles Sénart. Euh, on a déjà, avec ce collège, un partenariat autour de la prévention, au sens large, au sens de la santé. Mais cette principale a rappelé que très tôt, dès la sixième, il y avait beaucoup de violences verbales et que les injures de type sexiste, hein, ne sont pas, pour les collégiennes et les collégiens, des injures. Ce que nous, on considère, et à juste titre, comme des injures graves, eux, pour eux, c'est assez maintenant, on l'entend dans les cours, on entend des injures type pute, etc., dans les couloirs, et qu'il faut intervenir, enfin c'est ce que disait la principale, qu'elle intervient dès la moindre insulte. Alors, sans minimiser la violence des paroles, on parle seulement de violence Non, verbale? non, on parle... moi j'ai été aussi... à ce jour-là, j'ai été très étonnée et choquée aussi d'apprendre qu'il y a des violences donc, physiques, que les jeunes filles, suivant aussi leur niveau de vulnérabilité,
il y a des jeunes filles qui ont des parcours chaotiques, qui n'ont pas forcément d'entourage familial stable, qui elles-mêmes ont des difficultés. Elles sont beaucoup plus à même d'être sous l'emprise de jeunes garçons, voire de jeunes hommes qui ne sont pas forcément au sein du collège. Et on nous a aussi... Ce sont aussi les violences sexuelles qui sont en hausse sexuelles. de 10%. Voilà. Et ça, ce qui fait très très peur, c'est que une relation sexuelle sur 2 serait non consentie chez les jeunes. C'est-à-dire que la première relation, la fille, elle n'a pas vraiment dit oui, et qu'elle n'arrive pas aussi... enfin, ce qui ressortait, c'est que les jeunes filles n'arrivent pas à dire non. Non, je ne veux pas. Elles le font de manière un peu, enfin forcée, mais elles ne le vivent pas forcément, encore moins elles ne le vivent pas comme un viol. Parce que nous, on met des mots comme viol, agression sexuelle, on s'aperçoit que les collégiennes minimisent en fait ces actes. Et puis il y a aussi le problème de la prostitution des mineurs. On avait donc l'association Philaction qui était là, qui intervient beaucoup en direction des mineurs et qui nous a dit que les premières prostituées avaient 12 ans. 12 ans, pour moi, on est une enfant encore. On n'a pas du tout la maturité affective pour avoir des relations sexuelles. 12 ans. Encore moins des relations tarifées. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui a dit « Mais qui sont ces proxénètes ?» Et Philaction a réagi en disant « Ce sont des personnes extérieures au collège qui ont à peu près entre 22 et 23 ans. » Voilà. Alors, on ne parle pas de prostitution chez les jeunes filles, on parle de michetonnage. Je l'ai appris aussi. Hein. Je vous cite un peu ce qui a été dit pendant ce colloque, et que les jeunes filles se font offrir des choses, plus je sais pas, un sac ou des chaussures, et que très vite elles rentrent dans l'engrenage d'une prostitution imposée, qu'elles ne maîtrisent plus du tout. Et il y avait l'association d'Uni aussi, vous savez, une association spécialisée qui essaye effectivement de sortir ces jeunes filles d'une prostitution dans laquelle elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont prostituées. Parce que juridiquement, ça n'a rien à voir de prostituer une mineure ou une majeure. Hein. On rentre dans le cadre de la protection de l'enfance et c'est interdit par la loi, strictement. Si on en revient aux luttes contre les violences intrafamiliales de Oui. manière générale, quels sont les outils dont dispose une ville comme la ville de Caluire pour répondre? Premier outil, c'est la volonté politique. Voilà, c'est de porter cette volonté. Moi, je la porte avec le maire et avec l'ensemble des adjoints. C'est de faire de ce sujet une priorité. Alors, à mon niveau, de ma délégation. Et ensuite, on met en place un audit, ce qu'on a fait en 2017. On voit ce qui est perfectible, ce qu'il faut mettre en place. Et on a mis en place des actions de prévention. Parce qu'on est dans la prévention, on n'est pas dans la coercition et le rien. Donc, on a mis en place, alors je vais vous montrer, des petits guides d'orientation qui ont été distribués alors d'abord qui ont été rédigés, il y avait un comité de rédaction avec des médecins, un pédopsychiatre, avec le CCAS, la MDM, le commissariat de Caluire-et-Cuire, la police municipale, le CIDFF, Centre d'information du droit des femmes. Donc ça, qui est distribué largement dans la ville de Caluire. Oui, qui est distribué aux médecins, à tous les professionnels qui auraient affaire à des femmes victimes de violences. Ça, c'est un petit flyer qui a été distribué à tous les commerçants de Caluire. Moi-même, quand je vais faire mes courses, j'en ai toujours dans le coffre et j'en distribue à tout le monde. Et ça me permet aussi d'avoir un retour du terrain. Parce que quand vous distribuez ça... Là, on est vraiment sur des actions de prévention. De prévention, de proximité. Vous voyez, c'est des actions... Il y a aussi des besoins d'hébergement d'urgence pour des victimes. Bien sûr. Qui peuvent être dans un couple et qu'il faut mettre à l'abri. Parce que vous pouvez faire toutes les actions de prévention que vous voulez, et Dieu sait si on en fait.
Le Là-dessus, problème, la ville de Caluire ne le fait pas. Ne fait alors, pas d'hébergement d'urgence directement. nous n'avons pas à nous, dans notre compétence et puis dans notre parc immobilier, d'appartements dédiés. Je rappelle quand même que la métropole a aussi en charge les victimes de violences, et puis que l'État aussi a aussi, et c'est aussi une compétence C'est de avant tout l'État. l'hébergement d'urgence, c'est avant tout une Voilà. compétence de l'État. Nous, Et là-dessus, est-ce qu'il y là-dessus, a des concrètement, logements quand il y a un besoin? alors il y en a quelques-uns, parce qu'une association donc avec laquelle on travaille, on a passé un accord. On a un logement donc, dont l'adresse est gardée secrète. Et ça permet de répondre à toutes Et les ça, situations? bien sûr que non. Bien sûr que non. On est dans des situations, j'allais dire, un peu dramatiques parfois, parce que les femmes nous appellent ou m'appellent en disant, voilà, je veux partir pour telle et telle raison. Je veux partir avec mes enfants, mais je ne sais pas où aller. Alors d'abord, on regarde si dans le cadre familial, quelqu'un peut les héberger. Ensuite, si c'est vraiment une situation de violence absolue, il y a des places d'hébergement via la préfecture, donc le commissariat. Ensuite, j'oriente, on verse une subvention au CIDFF, dont je vous parlais tout à l'heure, on oriente tout de suite vers le CIDFF. Mais le vendredi après-midi, ça arrive souvent le vendredi après-midi, le CIDFF ne peut pas répondre Et dans avec la l'urgence. métropole, la coopération est optimale? Optimal, je dirais pas ça, parce que nous attendions, vous savez que nous partageons donc ce qu'on appelle une conférence territoriale des maires, c'est-à-dire en fait le plateau Nord. Moi, je suis élue à la métropole du plateau Nord, avec les maires de Rieux, Caluire et Sathonay. On attendait de la métropole et on a demandé, moi j'ai demandé à maintes reprises, qu'on puisse mutualiser les besoins et mettre en place des logements d'urgence qui pourraient servir aux trois. Je crois que Rieux en a un peu plus que nous. Il faut savoir quand même que Caluire, nous, on est sorti du dispositif de la politique de la ville à un moment, ce qui nous a fortement pénalisé au plan financier, parce on n'a plus du tout les subventions politiques de la ville. Rieux les a et non, Sathonay ne les a pas non plus. Donc nous, on a des difficultés aussi au sein de Caluire à pouvoir mettre en place, et puis c'est pas du domaine forcément d'une commune, de faire l'acquisition de logements. Moi, j'en appelle aussi à la métropole. Il suffirait de 3 ou 4 logements et ça répondrait à beaucoup de... Puis vous avez le Val de Saône aussi, qui appelle aussi de temps en temps et qui m'appelle parce que je suis un peu maintenant reconnue comme référente. Voilà. Chantal Crespi, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.